Un millionnaire a perdu un pari et a été forcé d'épouser la femme de ménage la plus laide de son entreprise. Mais le jour du mariage, tout le monde a été choqué en la voyant. Antoine Valois était le genre d'homme qu'on ne pouvait ignorer, même si on le voulait. Âgé de 35 ans, il dirigeait l'un des plus vastes empires hôteliers d'Europe, avec la précision froide d'un horloger suisse. Son visage impeccablement rasé, ses costumes sur mesure et son regard perçant faisèrent de lui une figure à la fois admirée et redoutée dans les couloirs de Valois Hospitality Group. Mais au-delà de sa fortune colossale et de son sens aigu des affaires, c'était son arrogance qui marquait les esprits. Il n'était pas simplement riche, il faisait en sorte que tous autour de lui se sentent pauvres en comparaison. Dans les étages supérieurs de son siège à Paris, on chuchotait, souvent à propos de ses jeux cruels. Antoine aimait tester les gens, les humilier parfois, surtout ceux qu'il jugeait inférieurs. Pour lui, la réussite se mesurait à l'élégance, à l'ambition et surtout à l'apparence. Il ne s'entourait que de gens beaux, brillants ou puissants, idéalement les trois. Dans ses dîners privés avec ses associés les plus proches, les plaisanteries sur les employés invisibles étaient monnaie courante. Il trouvait un malin plaisir à souligner leur insignifiance. C'est ainsi qu'un soir d'automne, dans un salon privé d'un hôtel 5 étoiles appartenant à sa chaîne, Antoine lança une de ces phrases provocantes qui allait, cette fois, beaucoup plus loin que prévu. Autour d'un verre de cognac hors de prix, il affirma avec un sourire en coin « Je pourrais me marier avec n'importe qui ici, même la femme de ménage la plus disgracieuse, et en faire une lady en 6 mois. » Ses amis éclatèrent de rire, habitués à ce genre de fanfaronnade. Mais ce soir-là, quelque chose changea. L'un d'eux, un vieux camarade d'école, le défia. Vraiment, même avec Élodie Marchand. Le nom évoqua à peine une image dans l'esprit d'Antoine. Il fronça les sourcils, cherchant à se souvenir. La petite femme de ménage du 3e, celle qui baisse toujours les yeux quand elle passe, celle-là? Des rires éclatèrent de nouveau, plus forts, plus cruels. Antoine, piqué dans son orgueil, leva son verre et répondit « D'accord, je prends le pari. Je me marierai avec elle et je vous prouverai que je peux transformer même la plus terne des ombres en une étoile de gala. » Ce n'était pas qu'un simple jeu. Pour Antoine, c'était une manière de réaffirmer sa toute-puissance. Il ne voyait en Élodie qu'un pion dans une mise en scène destinée à flatter son ego. Personne autour de la table ne songea à s'interposer. Il connaissait Antoine. Il ne perdait jamais ses paris. Le lendemain, au siège, la nouvelle circulait déjà entre les murs tapissés de marbre et les ascenseurs silencieux. On ne savait pas si c'était vrai, mais l'idée amusait tout le monde. Certains prétendaient avoir vu Élodie dans les couloirs, plus perdue que jamais. D'autres disaient que c'était une invention. Mais dans les bureaux feutrés, l'ambiance s'électrisa. Élodie, quant à elle, n'avait encore rien entendu. Elle faisait partie du décor, une silhouette discrète qui effaçait les traces des autres sans jamais laisser les siennes. Petite, courbée, le regard fuyant, elle n'attirait l'attention de personne. Ses collègues ne la remarquaient qu'à peine, et c'était exactement ainsi qu'elle survivait. Mais cette fois, quelque chose allait changer. Elle fut convoquée par les ressources humaines, sans explication. Sur le chemin du bureau, elle sentit un poids étrange dans l'air. Les regards étaient différents, moqueurs, parfois compatissants, mais surtout curieux. Ce soudain intérêt lui donna un frisson d'inquiétude. Dans le grand bureau vitré où Antoine tenait ses réunions, il observait Paris d'un air absent. Il n'imaginait pas encore que cette plaisanterie allait se transformer en un tremblement de terre dans sa vie. Il était sûr de son pouvoir, certain que rien ne pourrait échapper à son contrôle. Mais le destin, cette force imprévisible qui aime renverser les certitudes, avait d'autres plans. Et dans les couloirs silencieux de l'imposant immeuble, un nom, Élodie Marchand, allait peu à peu résonner avec une toute autre puissance. La nuit suivante, l'immeuble central de Valois Hospitality Group baignait dans une lumière dorée. Au dernier étage, dans une salle luxueusement décorée, les rires se mêlaient au tintement des verres de cristal. C'était une de ces soirées privées où les puissants s'enivraient de leur propre importance. Antoine Valois trônait au centre, toujours impeccable, distribuant ses sarcasmes comme des perles jetées à une foule affamée. Il aimait ces instants où tout tournait autour de lui, où chaque œil attendait ses réactions, où chaque parole déclenchait un effet. Il était maître de ce monde et il le savait.
Mais ce soir-là, entre deux anecdotes vantardes et un toast à l'expansion asiatique de son empire, la discussion revint sur sa dernière déclaration. Ce pari ridicule qu'il avait lancé la veille, certains y voyaient une simple provocation, d'autres une preuve de sa démesure. Pourtant, tous avaient envie de le voir aller jusqu'au bout. L'un des directeurs, ancien camarade de pensionnat, souriait avec une lueur d'amusement calculée. « Quel est ton nom, Antoine? Toujours décidé à faire d'Élodie Marchand votre épouse ?» Antoine haussa les épaules, confiant. « Pourquoi pas? Elle a un nom de roman et une allure de tragédie grecque. Ce sera amusant. » Un autre convive, plus téméraire, se leva avec un dossier en main. « Nous avons officialisé le pari, signé par tous ceux présents hier. Vous devez respecter la règle, vous marier avec la personne que nous avons désignée dans un délai de 30 jours, avec une cérémonie publique et un contrat validé. Sinon... » Il s'interrompit, laissant le suspense planer. « Sinon quoi ?» demanda Antoine, légèrement agacé. « Sinon, nous rendrons public un petit document compromettant, un dossier de lobbying illégal que vous avez fait enterrer l'année dernière. Nous avons des copies. » Le silence tomba brusquement. Ce n'était plus un jeu. Antoine sentit une brûlure froide glisser le long de sa nuque. Il n'aimait pas être pris à son propre piège. Son regard devint dur, mais son sourire ne quitta pas ses lèvres. « Très bien, vous voulez un mariage? Vous l'aurez. » Dans la pièce, les rires revinrent, mais teintés d'une excitation malsaine. Chacun imaginait la scène grotesque à venir. Le riche et arrogant Antoine Valois, unissant son destin à celui d'une femme que tous considéraient comme la plus insignifiante de l'entreprise. Personne ne se souciait d'Élodie. Elle n'était qu'un élément de décor dans cette farce de millionnaire. Dès le lendemain, le service des ressources humaines reçut l'ordre étrange d'organiser une rencontre confidentielle entre le PDG et Élodie Marchand. Aucun détail ne fut donné, sinon l'heure, 15 heures précises, dans le bureau personnel d'Antoine. Les rumeurs commencèrent à se propager. Certains pensaient à un licenciement, d'autres à un scandale plus intime. Les plus cyniques se disaient que Valois préparait une nouvelle provocation. Élodie reçut l'appel avec une angoisse sourde. Elle n'avait jamais mis les pieds à l'étage du PDG. Son uniforme sentait encore le désinfectant. Elle s'était assurée que son badge était propre, que ses cheveux, bien que attachés à la hâte, ne tombaient pas devant ses yeux. Lorsqu'elle pénétra dans le hall principal, les regards la suivirent comme des projecteurs silencieux. Antoine l'attendait, adossé à son bureau, les bras croisés. Il ne souriait pas. Il l'observa comme on évalue un meuble ancien dont on découvre soudain l'utilité dans une mise en scène. Élodie, droite mais tendue, attendait qu'on lui dise ce qu'elle faisait là. Aucun mot ne fut prononcé pendant plusieurs secondes. « Mademoiselle Marchand, vous devez sans doute vous demander pourquoi je vous ai convoqué. » Elle hocha la tête. « Vous allez recevoir une proposition officielle dans quelques heures. Elle vous paraîtra absurde. En vérité, elle l'est, mais elle est aussi légale. Il vous sera demandé si vous acceptez de m'épouser. » Élodie cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Antoine reprit. « Avant que vous répondiez, sachez que c'est une formalité, un contrat, une farce. Je n'attends rien de vous. Vous serez compensé, évidemment. » Il y eut un silence. Élodie resta immobile. Quelque chose en elle refusa d'être brisé sur le champ. Elle ne demanda pas pourquoi. Elle ne pleura pas. Elle répondit simplement « J'accepte. » Antoine haussa un sourcil. Il s'attendait à des pleurs, à une fuite, à une indignation, mais pas à cette acceptation calme, pas à ce regard qui soudain ne fuyait plus. « Vous n'avez même pas demandé combien. Je n'ai pas dit oui pour l'argent. » Cette phrase resta suspendue dans l'air. Antoine, déstabilisé, n'ajouta rien. Élodie se retourna et sortit, droite, les épaules serrées mais fières. Dans les couloirs, les murmures redoublèrent. L'info se propageait à la vitesse d'un virus. Les employés faisaient semblant de travailler, mais tous voulaient en savoir. Pourquoi une simple femme de ménage avait-elle accepté d'épouser Antoine Valois? Était-elle folle ou calculatrice? Dans son bureau, Antoine restait figé, devant la porte qu'elle venait de franchir. Pour la première fois, il sentit que cette histoire allait peut-être lui échapper. Ce n'était plus un simple pari. Une faille s'était ouverte, et à l'intérieur, une ombre qu'il ne savait pas encore nommer s'était installée. Le compte à rebours venait de commencer. 30 jours. Et déjà, tout semblait vaciller. Le lendemain matin, l'agitation dans les couloirs du siège parisien de Valois Hospitality Group atteignait un niveau rare.
Le bruit courait que le PDG en personne avait convoqué Élodie Marchand pour lui faire une proposition inattendue. Certains en riaient ouvertement, d'autres restaient sceptiques. Mais tous attendèrent de voir la suite, comme si la vie banale de cette femme discrète était soudain devenue une émission à grand spectacle. Personne ne savait vraiment qui elle était, au fond. On la connaissait de vue, silhouette courbée, vêtue de bleu, souvent accroupie dans les recoins à frotter le sol ou à vider les poubelles. Une ombre parmi les lumières, mais ce jour-là, elle attirait tous les regards. Élodie, elle, n'avait pas dormi. Après sa rencontre avec Antoine Valois, elle avait marché pendant des heures, sans but précis, traversant les rues de Paris avec un poids dans la poitrine qu'elle ne savait pas nommer. Elle avait accepté une proposition qu'aucune femme saine d'esprit n'aurait prise au sérieux. Un mariage de façade, un contrat humiliant, mais elle savait ce qu'elle faisait. Du moins, c'est ce qu'elle se répétait. Car au fond, sa décision n'était pas impulsive. Elle venait de loin, d'un endroit douloureux qu'elle gardait fermé à double tour. Quand elle se présenta au service juridique, comme convenu, elle trouva un dossier déjà prêt. Il y avait là un contrat de mariage simplifié, un document de confidentialité, un engagement de représentation publique et un calendrier d'événements à respecter jusqu'au jour de la cérémonie. On lui demanda de signer, et elle le fit sans poser de questions. L'avocate de la société, un peu gênée, la regardait avec une forme de pitié qu'Élodie ignora. Il n'y aurait pas de sentiments, pas de nuit de noces, pas d'intimité. Tout cela était écrit noir sur blanc. Antoine Valois n'était même pas présent. Pour lui, c'était une opération parmi d'autres, un petit scandale privé à contenir avant qu'il ne dégénère. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'Élodie n'était pas simplement une victime passive dans cette affaire. Sous son apparente résignation, il y avait une raison profonde, un objectif que personne ne devinait encore. Si elle avait accepté, sans hésiter, c'était parce que ce mariage lui offrait une opportunité unique, celle de se réapproprier quelque chose qu'on lui avait volé autrefois. Elle ne voulait pas l'argent, elle ne voulait pas la vengeance, elle voulait la possibilité de se relever dans un monde qui l'avait brisé sans jamais se retourner. Pendant les jours qui suivirent, elle continua à travailler comme si de rien n'était. Certains collègues évitaient son regard, d'autres se montraient étrangement aimables, presque trop. On ne savait pas comment se comporter avec elle. Était-elle la nouvelle favorite du patron? Était-elle manipulée, protégée, ridiculisée? Tous spéculaient, mais personne n'osait lui poser la moindre question. Élodie, fidèle à elle-même, restait silencieuse. Antoine, de son côté, semblait avoir complètement oublié son existence. Il ne l'appelait pas, ne la croisait pas. Il laissait ses équipes organiser les détails logistiques du futur mariage. Pour lui, cela ne devait durer que quelques semaines. Après cela, un divorce discret, une compensation généreuse, et l'affaire serait classée. Il ne s'inquiétait pas. Ce n'était qu'une parenthèse, une anecdote dans la trajectoire de sa vie spectaculaire. Mais il commençait à remarquer que quelque chose clochait. Il entendait parler d'elle dans les ascenseurs, dans les pauses café. Son nom revenait trop souvent, trop fort. Elle n'était plus invisible. Un matin, alors qu'il feuilletait un rapport au restaurant du dernier étage, son regard tomba sur un vieil homme de la maintenance qui discutait avec une jeune assistante. Il les entendit mentionner Élodie. Ils parlèrent d'elle avec étonnement, voire avec admiration. Elle avait aidé à résoudre un problème technique sur un étage entier. Elle avait proposé une solution logistique meilleure que celle mise en place par les ingénieurs. Antoine fronça les sourcils. Comment cette femme, censée être incompétente, pouvait-elle comprendre les rouages de son entreprise mieux que certains de ses managers? Piqué par la curiosité, il demanda à son secrétaire personnel de lui fournir le dossier RH complet d'Élodie Marchand. Ce dernier hésita. « Vous êtes sûr? Ce n'est pas très habituel. Faites-le, et ne me faites pas attendre. » Quand le dossier arriva dans son bureau, Antoine fut frappé dès la première page. Élodie n'était pas une simple employée de nettoyage. Elle avait un diplôme en gestion d'entreprise, obtenu avec mention. Elle avait travaillé dans une grande société de consulting pendant plusieurs années avant de disparaître des radars. Aucune information ne figurait sur cette période de rupture. Puis un retour discret à travers des emplois temporaires, jusqu'à ce poste d'agent d'entretien dans sa propre entreprise. Pourquoi cette chute? Pourquoi ce silence? Il tourna les pages en cherchant une explication. Il n'en trouva pas.
Mais il vit assez pour comprendre que cette femme n'était pas ce qu'il croyait. Elle n'était pas ignorante, elle n'était pas faible. Et soudain, l'idée du mariage ne lui sembla plus aussi anodine. Il ne voulait pas l'admettre, mais quelque chose en lui se tendit. Un fil imperceptible venait d'être tiré. Dans l'ombre, Élodie observait tout cela sans mot dire. Elle savait que le regard d'Antoine finirait par changer, pas parce qu'elle devenait belle, ni parce qu'elle s'imposait, mais parce qu'elle n'était pas celle qu'il voulait que le monde voie. Et elle comptait bien, sans jamais hausser la voix, lui prouver que même les paris les plus arrogants ont des conséquences qu'on ne maîtrise pas. Les semaines précédant la cérémonie furent marquées par une étrange tension dans l'air. Antoine Valois, habitué à contrôler tous les aspects de sa vie, se retrouvait désormais lié à une femme qu'il considérait encore comme un élément anormal dans le décor parfait de son existence. Chaque fois qu'il croisait Élodie, que ce soit dans les couloirs, lors des réunions de préparation ou pendant les essayages organisés par son équipe de communication, il ressentait un agacement difficile à expliquer. Elle ne protestait jamais, ne posait aucune question, acceptait chaque décision, chaque modification d'agenda, chaque consigne sans émotion apparente. C'était précisément ce calme qui le dérangeait. Le service marketing avait rapidement pris les rênes de l'événement. Ce mariage, d'abord gardé secret, allait devenir un événement stratégique, une opération d'image pour adoucir la réputation du PDG, considérée depuis peu comme trop arrogante et détachée. Les équipes parlaient de rendre Antoine plus humain, plus proche du peuple, comme s'il s'agissait d'un produit à reconditionner. Élodie, elle, se laissait habiller, coiffer, guider d'un lieu à l'autre, sans jamais rien refuser. On la transforma peu à peu, mais sans jamais toucher à l'essentiel. Son regard restait le même, distant, froid, résolu. Antoine observait, cela d'un œil critique. Il ne comprenait pas pourquoi cette femme, que tout le monde pensait fragile, ne se brisait pas sous la pression. Il s'attendait à des larmes, à des crises, à des fuites. Au lieu de cela, elle avançait. Et cette attitude l'irritait plus qu'il ne voulait l'admettre. Un soir, alors qu'il devait poser pour une séance photo officielle dans un salon du Ritz, il la vit refuser poliment une retouche maquillage proposée par une styliste. Elle s'éloigna vers une fenêtre et resta là, droite, à contempler la ville. Antoine, exaspéré par son silence obstiné, s'approcha. « Vous pourriez au moins faire semblant d'apprécier ce qu'on vous offre. » Elle tourna la tête lentement. « Est-ce que vous le faites, vous ?» Il resta muet. La question simple et calme l'avait pris de court. Il n'avait pas de réponse. Il ne sourit pas. Il s'éloigna sans un mot. À partir de ce moment-là, chaque interaction avec elle devint plus troublante. Il ne savait plus s'il jouait un rôle ou s'il était en train de le perdre. Dans les jours suivants, certains employés commencèrent à regarder Élodie différemment. Une réceptionniste, en la voyant lire un article de gestion pendant sa pause, engagea timidement la conversation. Un stagiaire la vit corriger une erreur dans une feuille de calcul laissée sur une imprimante. Un agent de sécurité la surprit en train d'expliquer à un nouvel employé comment naviguer dans le système interne. Ce n'était plus un mystère. Élodie en savait bien plus que ce que son poste laissait penser. Un jour, au détour d'un couloir, un assistant administratif tomba sur une vieille photo glissée dans une pile de documents oubliés dans une salle d'archives. Elle montrait une jeune femme, cheveux lâchés, sourire assuré, recevant une récompense académique. Le nom inscrit sur le trophée était sans ambiguïté, Élodie Marchand. L'homme, intrigué, apporta la photo à une collègue. Bientôt, l'image circula sous le manteau. Chacun y allait de sa supposition. Certains disaient qu'elle avait été une grande étudiante tombée en disgrâce. D'autres parlèrent d'un scandale. Mais tous s'accordèrent sur une chose, elle n'était pas ce qu'elle semblait. La nouvelle finit par atteindre les oreilles d'Antoine, qui refusa d'y prêter attention. Il déclara que ce n'était pas son problème, que tout cela n'avait aucune importance. Mais il mentait. La nuit, dans son appartement spacieux sur l'avenue Montaigne, il pensait à elle plus qu'il ne l'aurait admis. Non pas comme à une femme désirable, mais comme à une énigme qu'il n'arrivait pas à résoudre. Elle n'avait pas changé de visage ni de posture, mais elle devenait une présence impossible à ignorer. Et cela le rendait nerveux. La veille d'une conférence de presse organisée pour annoncer officiellement le mariage, il demanda à la voir seule. Elle arriva, ponctuelle, vêtue simplement, comme toujours. Il se tenait debout, les mains dans les poches, devant une baie vitrée.
Pourquoi vous? Demanda-t-il brusquement. Pourquoi avez-vous accepté ça? Elle s'assit sans répondre immédiatement. Vous n'avez pas besoin de connaître mes raisons. Vous avez ce que vous vouliez. Un accord, une image, une histoire. Il serra les mâchoires. Car vous pensez que vous avez le dessus maintenant? Que tout ça vous donne un pouvoir sur moi? Elle haussa les épaules. Je ne cherche pas à vous dominer. Je cherche à ne plus me cacher. C'est différent. Le silence s'imposa. À nouveau. Cette femme, qu'il pensait pouvoir manipuler comme un pion, lui échappait à chaque échange. Et cela le rendait fou. Il comprit alors que cette mascarade qu'il avait orchestrée n'était plus sous son contrôle. Elle s'était emparée de l'histoire, sans élever la voix, sans menacer, sans fuir. Dehors, la ville s'étendait dans un crépuscule doré. Antoine Valois, pour la première fois depuis longtemps, sentit qu'il ne comprenait plus le jeu auquel il jouait. Et Élodie, assise devant lui, en était désormais la pièce centrale. L'annonce officielle du mariage entre Antoine Valois et Élodie Marchand déclencha un séisme médiatique. Dès les premières heures du matin suivant, la conférence de presse, les chaînes d'information et les sites People s'emparèrent du sujet avec une voracité féroce. Les titres oscillaient entre la moquerie et la stupéfaction. Le PDG le plus redouté du secteur hôtelier, symbole de luxe et de perfection, allait épouser une femme dont le nom était inconnu, dont le visage échappait aux standards établis et dont le passé, jusque-là, semblait inexistant. Les photos d'Élodie, capturées à sa sortie du siège après la conférence, firent le tour de la toile. On la voyait droite mais raide, les traits tendus, le regard fixé devant elle, comme si elle refusait de voir la foule qui la fixait. Dans les couloirs de Valois Hospitality, l'atmosphère se transformait lentement. La curiosité avait laissé place à une forme d'embarras collectif. Ceux qui s'étaient moqués baissaient désormais les yeux lorsqu'ils la croisaient. Ceux qui avaient ignoré son existence tentaient maladroitement d'engager des conversations. Et au cœur de ce brouhaha, certains, plus attentifs, commencèrent à chercher, à comprendre. C'est ainsi que l'un des responsables du département des ressources humaines, intrigué par les bribes de rumeurs et par les compétences évidentes d'Élodie, entreprit de fouiller dans les archives du personnel. Il découvrit un ancien dossier, conservé dans un format numérique oublié, datant de presque 10 ans. Ce qu'il trouva dépassait toutes ses attentes. Élodie Marchand n'était pas une anonyme sans qualification. Diplômée d'une école de commerce prestigieuse, elle avait débuté sa carrière avec des résultats éclatants. Rapidement recrutée par un cabinet de conseil réputé, elle avait gravi les échelons à une vitesse impressionnante. Elle était considérée comme l'une des jeunes analystes les plus brillantes de sa génération. Jusqu'au jour où un scandale, jamais tout à fait élucidé, la fit chuter brutalement. Accusée à tort d'avoir divulgué des informations confidentielles à un concurrent, elle fut licenciée sans procès, sans preuve formelle, simplement sur la base d'un rapport interne flou et précipité. Aucun recours, aucune défense. Après cela, plus aucun employeur ne voulut de son profil. En quelques mois, elle disparut du monde des affaires, comme si elle n'y avait jamais été. Ce passé, qu'Élodie s'était efforcée d'enfouir, ressurgit alors dans le présent avec la brutalité d'une vérité longtemps contenue. Mais elle ne le découvrit pas par hasard. C'est Antoine lui-même, en fouillant dans les bases de données privées de sa société, qui tomba sur le rapport. En lisant les premiers paragraphes, il sentit une gêne l'envahir, un inconfort qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Cette femme qu'il avait traitée comme une marionnette, qu'il avait imposée à son propre univers comme une anomalie volontaire, était en réalité bien plus compétente que la majorité de ses collaborateurs, et il l'avait réduite à une figure de comédie cruelle. Il resta longtemps à lire ce dossier, les coudes sur son bureau, les sourcils froncés. Chaque page ajoutait à sa confusion. Il commença à se demander ce qu'il aurait fait à sa place, survivre à une telle injustice, disparaître, puis revenir en acceptant un emploi subalterne dans une entreprise où personne ne la reconnaissait. Et maintenant, épouser l'homme qui incarnait tout ce qu'elle avait fui. Cela ne pouvait pas être une simple acceptation passive. Il y avait une force là-dessous, une volonté qu'il n'avait pas encore comprise. Élodie, de son côté, sentait le changement dans l'attitude d'Antoine. Lorsqu'il entrait dans une pièce où elle se trouvait, il hésitait un instant, comme s'il cherchait ses mots. Lors des réunions de préparation, il ne faisait plus de remarques désobligeantes. Il ne souriait plus avec cette ironie tranchante. Il était simplement présent, observant. Lorsqu'elle parlait, il écoutait,
Ce détail, si petit soit-il, ne lui échappa pas. Peu à peu, elle commença à se transformer, pas par obligation, mais par choix. Elle changea sa coiffure, non pour plaire, mais pour retrouver une image d'elle-même qu'elle avait perdue. Elle ressortit des vêtements qu'elle gardait enfouis au fond de son placard. Elle se remit à lire, à écrire. Elle reprit contact avec une ancienne amie, aujourd'hui styliste, qui lui proposa un accompagnement discret. Rien d'exubérant, juste de quoi retrouver confiance. Antoine le remarqua immédiatement, non pas dans l'aspect visuel, mais dans l'attitude. Élodie n'était plus une silhouette silencieuse. Elle redevenait quelqu'un qui occupait l'espace. Un après-midi, alors qu'il passait devant une salle de réunion, il l'aperçut seul, penché sur un rapport financier. Intrigué, il s'approcha. « Vous comprenez ce document ?» Elle leva les yeux sans agressivité. « Je l'ai rédigé il y a quelques années. Une ancienne version du temps où je travaillais ailleurs. Ils ont repris ma structure sans en changer les erreurs. » Il prit le rapport, le feuilleta et resta silencieux. Elle ne mentait pas. Tout ce qu'elle disait se vérifiait. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, il sentit une forme de respect naître en lui. Un respect douloureux, car il réalisait à quel point il s'était trompé. Pas seulement sur elle, mais sur lui-même. Dans les jours qui suivirent, il la regarda différemment, non plus comme une étrangère dans son monde, mais comme une pièce manquante qu'il n'avait jamais su reconnaître. Pourtant, il n'osa rien dire. Trop de fierté, trop de confusion, trop de retard. Élodie, elle, ne cherchait pas à susciter son admiration. Elle avançait pas à pas, avec une clarté nouvelle. Elle n'avait plus honte de qui elle était. Elle ne craignait plus les regards, les murmures, ni même les caméras. Ce mariage, aussi absurde fut-il au départ, devenait malgré elle le théâtre d'une reconstruction lente, silencieuse mais implacable. Et dans les coulisses de cette étrange union, quelque chose de bien plus puissant que l'arrogance ou la revanche prenait racine. Une vérité, celle d'une femme que personne n'avait su voir. Pas même l'homme qui allait bientôt, lui, passer la bague au doigt. Le scandale éclata comme un coup de tonnerre en plein ciel d'été. Moins de 10 jours avant la cérémonie, un média en ligne particulièrement friand de potins de la haute société publia un article incendiaire « Le PDG du luxe épouse sa femme de ménage, canular, vengeance ou stratégie ». Le contenu était accompagné de photos peu flatteuses d'Élodie, prises en catimini lors de ses premières semaines dans l'entreprise, contrastant violemment avec les clichés officiels plus récents. Le ton de l'article oscillait entre le sarcasme et l'insinuation, et il déclencha une tempête sans précédent. Rapidement, les plus grands titres de la presse française s'en emparèrent. Les chaînes d'information en continu consacrèrent des segments entiers à décortiquer les motivations du mariage. Les chroniqueurs, invités sur les plateaux, débattaient sans retenue. Antoine Valois était-il en train de perdre la tête? Ou s'agissait-il d'un coup marketing poussé à l'extrême? Les réseaux sociaux, eux, devinrent le théâtre d'une cruauté sans filtre. Les internautes, armés d'une ironie acerbe, détournaient les photos du couple, inventant des hashtags humiliants, comparant Élodie à des caricatures, attaquant son physique, ses origines supposées, sa posture, sa discrétion. Certains allaient jusqu'à fouiller ses anciens comptes inactifs, remontant des publications vieilles de plusieurs années pour alimenter leur moquerie. D'autres, plus virulents, accusaient Antoine d'humilier publiquement une femme vulnérable dans un jeu de pouvoir malsain. Ce qui devait être une cérémonie symbolique devenait un spectacle sordide. Antoine, furieux, convoqua une réunion de crise. Ses conseillers en communication, les avocats de l'entreprise, les responsables des relations publiques, tous furent sommés de trouver une solution. L'idée d'annuler tout fut brièvement évoquée, mais rapidement rejetée. Rompre maintenant ne ferait qu'empirer les choses. Il fallait tenir bon, redresser l'image du couple, retourner l'histoire en leur faveur. Antoine écouta les recommandations, mais sa concentration vacillait. Son esprit n'était pas sur les statistiques ni sur les graphiques de réputation. Il était ailleurs. Il pensait à Élodie. Elle, pendant ce temps, encaissait la tempête avec une dignité qui déconcertait même ses plus farouches détracteurs. Elle n'éleva jamais la voix, ne répondit à aucune attaque, ne donna aucune interview. Elle traversait les couloirs de l'entreprise comme une ombre déterminée, le dos droit, le regard ferme. Les rares collègues qui osaient lui adresser un mot recevaient une réponse polie mais distante.
Une carapace s'était formée autour d'elle, non pas pour se protéger, mais pour maintenir la ligne. Elle refusait de plier, même sous les coups les plus bas. Un matin, alors que la une d'un grand journal titrait « Élodie, l'épouse qui embarrasse la nation », elle fut aperçue en train de nettoyer une vitre dans l'aile ouest du bâtiment, comme si rien n'avait changé. Antoine, informé de cette scène, se rendit sur place sans prévenir. Il la trouva seule, concentrée, une main gantée frottant le verre, l'autre tenant une bouteille de produit. Il resta un instant sans parler, puis s'avança. « Pourquoi êtes-vous encore là ?» demanda-t-il d'une voix dure, presque cassante. Elle ne se retourna pas. « Parce que je n'ai rien fait de mal. » Ce simple énoncé le frappa avec une force inattendue. Il voulait lui dire de rentrer, de se cacher, de se protéger. Mais il comprit que ce serait une insulte. Elle était debout en pleine lumière, tandis que lui cherchait encore où se placer. Il s'approcha lentement, et pour la première fois vit son visage de près marqué par les nuits sans sommeil. Pas de maquillage, pas de mise en scène. Juste elle, fatiguée, mais debout. Il voulut parler, s'excuser peut-être, mais elle détourna les yeux. Ce regard qu'elle lui lança, bref mais intense, contenait tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Elle souffrait, mais elle ne le laisserait pas l'écraser. Le soir même, il monta sur le toit de son immeuble. Une habitude de jeunesse, qu'il n'avait plus reprise depuis des années. Là, face aux lumières de Paris, il se remémora chaque moment où il avait rabaissé quelqu'un pour se sentir plus fort. Chaque fois où il avait cru que l'élégance pouvait remplacer la vérité. Et à cet instant, il comprit que ce n'était pas elle qui l'embarrassait. C'était lui-même, son image, sa peur du ridicule, son obsession du contrôle. Le lendemain, dans un geste que personne n'attendait, il fit retirer toutes les campagnes de communication sur le mariage. Il ordonna que plus aucun communiqué ne soit diffusé. Quand ses conseillers protestèrent, il les interrompit. « C'est fini, il n'y aura pas de stratégie. Je ne veux pas qu'on maquille ce que je ressens. » Il ne savait pas encore ce qu'il ressentait exactement, mais il savait que ce n'était plus de l'orgueil. Il y avait autre chose, quelque chose de brut, de nu, de désarmant, et cela l'effrayait autant que cela le fascinait. Le surlendemain, alors qu'il traversait le hall principal, il vit Élodie assise sur un banc, seule, un dossier sur les genoux. Elle lisait, concentrée, insensible au regard. À cet instant, il fut envahi d'un sentiment qu'il n'avait jamais connu, le respect absolu, pas pour ce qu'elle avait enduré, mais pour la manière dont elle avait refusé de se laisser définir par les autres. Il s'approcha, s'assit à côté d'elle sans un mot. Elle ne bougea pas, mais son souffle s'accéléra légèrement. Il ne dit rien. Ils restèrent là en silence, côte à côte, le bruit du monde autour d'eux, et cette étrange certitude partagée. Ils n'étaient plus les mêmes. Et même si tout autour d'eux s'effondrait dans le tumulte des jugements, des rumeurs et des moqueries, entre ces deux êtres que tout opposait quelques semaines plus tôt, quelque chose avait commencé à naître. Fragile, incertain, mais indéniable. Les jours qui suivirent furent marqués par une accalmie étrange, comme si l'ouragan médiatique s'était éloigné, laissant derrière lui une ville en attente, un siège d'entreprise suspendu et deux êtres au cœur d'une histoire dont personne ne comprenait encore l'issue. Antoine Valois n'était plus le même homme que celui qui, quelques semaines plus tôt, avait lancé un pari grotesque pour divertir ses amis. Il avait vu, jour après jour, sa perception s'effriter. Élodie, qu'il avait initialement désignée comme un symbole d'humiliation, devenait peu à peu un mystère fascinant, une présence impossible à ignorer. Ce n'était pas seulement son attitude qui changeait, mais tout ce qu'elle représentait. Le matin, lorsqu'elle arrivait, vêtue avec une sobriété soignée, son allure n'avait plus rien à voir avec celle de la femme de ménage invisible que tous croyaient connaître. Elle se tenait droite, ses gestes étaient précis, ses mots rares mais justes. Une amie d'enfance revenue dans sa vie après des années de silence l'avait aidée à retrouver son style d'antan, celui d'une femme cultivée, consciente de sa valeur. Pas une métamorphose artificielle, mais une redécouverte. Les cheveux attachés avec élégance, un maquillage léger, des vêtements choisis avec soin, non pour plaire mais pour affirmer une identité longtemps enfouie. Antoine observait tout cela sans oser intervenir. Dans les réunions, elle parlait désormais non pour exposer des opinions gratuites, mais pour corriger, suggérer, éclairer. Sa compréhension des dossiers, son regard critique, sa capacité
à détecter les failles dans les présentations, faisait rougir certains cadres supérieurs. Un jour, alors qu'un directeur du développement international se perdait dans des prévisions confuses, Élodie, assise en retrait, intervint d'un ton calme. Ce modèle n'intègre pas l'évolution du coût de l'énergie dans les zones où vous projetez une expansion. Le retour sur investissement estimé est donc faussé. La pièce tomba dans le silence. Antoine, assis à l'autre bout de la table, ne dit rien. Il se contenta de fixer le visage d'Élodie. Il y vit non de l'arrogance, mais une maîtrise désarmante. Elle ne cherchait pas à impressionner, elle posait simplement des faits. Et plus personne ne pouvait faire semblant de ne pas l'entendre. Cette scène ne fut pas un cas isolé. Peu à peu, dans les couloirs, les employés cessaient de chuchoter lorsqu'elle passait. On ne riait plus. On s'inclinait légèrement. Une forme de reconnaissance naissait, d'abord confuse puis assumée. Ceux qui l'avaient ignorée se retrouvaient à lui demander conseil. Les plus jeunes la regardaient comme un modèle d'endurance et de persévérance. Les plus anciens, eux, commençaient à murmurer qu'Antoine Valois avait peut-être, malgré lui, révélé une pépite qu'il avait voulu enterrer. Mais ce qui troubla le plus Antoine, ce fut un moment d'une banalité absolue. En fin d'après-midi, alors qu'il descendait dans la salle commune réservée aux employés pour prendre un café, chose qu'il ne faisait jamais auparavant, il la vit assise, un document entre les mains, absorbée par sa lecture. Elle leva les yeux, le salua d'un simple hochement de tête, puis replongea dans son texte. Il s'approcha, prit place en face d'elle, et pendant quelques secondes, il oublia qui il était. Ce n'était plus le PDG face à une employée. C'était un homme face à une femme dont la présence le déstabilisait profondément. « Ça vous lisait quoi » demanda-t-il, plus pour rompre le silence que par réel intérêt. Elle lui tendit la couverture. Un rapport sur l'accessibilité numérique dans les hôtels de luxe. « C'est votre idée » ? « Non, mais je pense qu'elle est meilleure que les vôtres. » Le ton était neutre, sans défi, mais il sourit. Pour la première fois, un vrai sourire, pas celui qu'il servait aux investisseurs ou aux journalistes, un sourire sincère, désarmé. Il comprit alors qu'il ne contrôlait plus rien dans cette relation, et étrangement, cela ne lui faisait pas peur. Il se surprit à attendre ses instants, à chercher sa compagnie, à écouter son avis. Il se demanda même un soir, en rentrant chez lui, à quoi ressemblerait leur vie s'ils vivaient réellement ensemble, hors des projecteurs, sans contrat ni obligation. Mais Élodie, elle, restait sur ses gardes. Elle n'oubliait pas l'humiliation, le pari, la douleur. Elle ne se laissait pas emporter par les gestes d'Antoine. Elle observait, analysait, gardait ses distances. Elle ne voulait pas être piégée, une seconde fois par un monde qui, sous des airs de raffinement, restait profondément cruel. Pourtant, elle sentait aussi le changement. Elle voyait dans les yeux d'Antoine une vérité nouvelle, une vulnérabilité qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Elle ne savait pas encore si elle devait s'en méfier ou s'en rapprocher. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle trouva dans sa boîte aux lettres un carnet de notes ancien qu'elle croyait perdu. Il avait été déposé anonymement. À l'intérieur, des annotations manuscrites datant de sa période d'analyste, des idées, des projections, des réflexions qu'elle avait abandonnées en même temps que sa carrière. À la dernière page, un mot écrit à la main. « Vous n'avez jamais cessé d'être brillante. » Elle ne reconnut pas l'écriture, mais elle sut. Elle ferma le carnet, le serra contre elle un instant, puis le rangea soigneusement. Ce geste, simple mais profond, ébranla ses défenses. Quelque chose s'ouvrait, lentement. Une faille dans son armure. Et ainsi, au milieu de cette mise en scène étrange qu'était devenue leur futur mariage, une dynamique nouvelle prenait forme. Une tension douce, ni amour, ni rejet, mais une attente, une possibilité. Quelque chose que ni Antoine ni Élodie n'avaient imprévu, mais qu'aucun des deux ne pouvait plus nier. Il restait moins d'une semaine avant la date du mariage. Le palais où aurait lieu la cérémonie, une propriété privée aux abords de Versailles, était déjà réservé. Les invitations avaient été envoyées à une liste sélecte de figures de l'élite parisienne. Tout devait se dérouler avec précision, dans une chorégraphie méticuleusement orchestrée par les assistants d'Antoine. Pourtant, malgré cette façade de contrôle absolu, l'équilibre fragile qui s'était instauré entre lui et Élodie menaçait de basculer. La veille d'un dîner de préparation où les deux fiancés devaient rencontrer les organisateurs principaux de l'événement, un message circula sur les réseaux sociaux, relayé d'abord par un compte obscur, puis massivement partagé
par des influenceurs. Il s'agissait d'un extrait vidéo datant de plusieurs semaines, filmé à l'insu d'Antoine, dans un restaurant privé où il dînait avec ses proches collaborateurs. On le voyait ricanant, visiblement en état d'ébriété légère, parlant de son petit projet de mariage expérimental et qualifiant Élodie de cobaye sociale dans une plaisanterie d'un cynisme glaçant. Les rires des autres hommes autour de la table, les commentaires méprisants, les allusions humiliantes, faisèrent de cette vidéo une pièce accablante. La réaction fut immédiate. Les médias s'emparèrent de l'affaire avec une fureur renouvelée. Les chaînes d'opinion, les tribunes d'intellectuels, les collectifs féministes, les anciens collègues d'Élodie, tous dénoncèrent la violence symbolique, la cruauté du geste, l'humiliation systémique qu'une femme avait subie sous les yeux de la nation. Des pétitions furent lancées, des manifestations planifiées devant le siège de Valois Hospitality. Plusieurs clients importants de l'entreprise annoncèrent le gel de leur contrat. Antoine, pour la première fois de sa vie, fit face à un rejet unanime, sans nuance. Mais ce qui l'ébranla réellement, ce fut la disparition d'Élodie. À peine l'affaire éclatait-elle que personne ne réussit à la contacter. Elle ne se présenta pas au bureau. Son téléphone resta éteint. Son appartement, visité par l'un des rares collègues encore bienveillants, était vide. Elle avait laissé derrière elle une valise ouverte, mais aucun mot, aucune explication. Antoine, d'abord enragé, puis paniqué, multiplia les appels, les messages, les recherches. Il retourna à ses anciens réflexes de contrôle, tenta d'activer ses réseaux d'influence, mais se heurta à une réalité brutale. Il ne savait rien d'elle. Où elle allait lorsqu'elle était triste, qui elle appelait en cas de besoin, ce qu'elle aimait manger, lire, regarder. Elle était à ses côtés depuis des semaines, et pourtant, elle lui échappait entièrement. Dans les 48 heures suivantes, il sombra dans une forme de paralysie. Il ne dormait plus, ne mangeait plus. Il refusa toutes les réunions de crise. Lorsqu'un de ses avocats tenta de lui expliquer comment limiter les dégâts juridiques, Antoine l'interrompit avec une voix que personne ne lui connaissait. « Ce n'est pas ma réputation qui est détruite, c'est elle. Et je l'ai fait. » Il n'essaya pas de se justifier. Il savait ce qu'il avait dit. Il se rappelait ce soir-là trop bien. Il se croyait intouchable, supérieur, au-dessus des conséquences. Il se souvenait aussi que même ce soir-là, une part de lui doutait déjà. Mais il avait continué, comme toujours, incapable de rompre avec son image. Le 3e jour, dans la solitude glaciale de son appartement, il prit une décision. Il rédigea une lettre manuscrite, scellée dans une enveloppe simple. Il y glissa un carnet de photos, celles prises en secret pendant les semaines passées, où Élodie apparaissait dans des instants de grâce inattendus. En train de lire, de marcher seul dans un jardin, de sourire discrètement à une collègue, d'écouter, de corriger un document, de rêver. Il y ajouta un mot. « Je ne mérite pas ton pardon, mais tu mérites que je commence à me taire. » Puis il fit quelque chose qu'aucun de ses conseillers ne lui aurait jamais suggéré. Il convoqua une conférence de presse sans prévenir. Personne. Vêtu simplement, sans maquillage, sans lumière flatteuse, il se présenta devant les caméras et, sans discours préparé, parla pendant 10 minutes. Il reconnut ses fautes. Il expliqua le pari. Il confessa la vidéo, ses mots, son mépris d'alors. Il parla d'Élodie non comme une victime, mais comme une femme qu'il avait voulu réduire et qui, par sa seule présence, avait révélé tout ce qu'il détestait en lui-même. Il termina ainsi « Si elle ne revient pas, c'est que je ne le méritais pas, et je l'accepterai. Mais je ne veux plus me taire sur la violence qu'on inflige aux gens qu'on croit faibles. Ce mariage n'aura peut-être pas lieu, mais il m'aura transformé. » La vidéo fit le tour du pays. Les réactions furent contrastées. Certains y virent une tentative désespérée de sauver la face. D'autres, un premier acte sincère, de contrition. Mais tous reconnaissaient que quelque chose avait changé dans son regard, dans sa voix. Ce n'était plus le même Antoine Valois. Et Élodie, où était-elle? Personne ne le savait encore. Mais à des centaines de kilomètres de Paris, dans un village côtier oublié, une femme lisait en silence, le regard perdu dans les vagues, les cheveux au vent. Elle avait vu la vidéo, elle avait reçu la lettre, elle n'avait pas encore à décider ce qu'elle ferait. Mais une chose était certaine, elle n'était plus celle que l'on pensait pouvoir humilier sans conséquence. Et peut-être, pour la première fois depuis des années, le monde commençait à le comprendre aussi. Le matin du mariage arriva dans une atmosphère de tension,
que même les professionnels les plus aguerris de l'événementiel n'arrivaient pas à dissiper. Le lieu, un ancien domaine entouré de jardins à la française, avait été préparé avec un soin maniaque. Les fleurs avaient été importées de Toscane, les sièges disposés en arc de cercle face à une verrière éblouissante. Les musiciens accordèrent leurs instruments à l'abri des regards, et les chefs s'agitaient dans les cuisines mobiles installées à l'arrière du château. Pourtant, malgré le luxe environnant, une seule question hantait les esprits. Élodie viendrait-elle? La presse, massée derrière des barrières décorées de rubans ivoires, captait l'impatience palpable des invités. Les caméras scrutaient chaque voiture, chaque silhouette aperçue au loin, chaque mouvement des agents de sécurité. Sur les réseaux sociaux, les spéculations se multipliaient. Certains affirmaient l'avoir vue monter dans un train quelques heures plus tôt, d'autres juraient qu'elle avait quitté le pays. Il y avait ceux qui espéraient un scandale retentissant, et ceux, plus rares, qui souhaitaient la voir apparaître debout, victorieuse. Antoine Valois, quant à lui, attendait en silence dans une salle à l'écart, vêtu d'un costume sobre, la cravate posée à côté de lui sur une chaise. Il avait renoncé à l'illusion du contrôle. Ce jour n'était plus le sien. Il ne lui appartenait plus. Il ne savait pas si elle viendrait, ni ce qu'il ressentait à l'idée qu'elle ne vienne pas. Il n'avait pas prononcé un mot, depuis le lever du soleil, refusant toute tentative de consolation, toute présence superflue. Il avait relu plusieurs fois la lettre qu'il lui avait envoyée, et maintenant il attendait, simplement. Puis à 11 heures précises, alors que l'air semblait suspendu, une voiture noire s'arrêta devant le portail. Les regards convergèrent comme un seul faisceau de lumière. Une portière s'ouvrit. Une chaussure élégante toucha le sol. Et dans le silence absolu, Élodie Marchand apparut. Mais ce n'était pas la femme que tous croyaient connaître. Ce n'était pas l'ancienne employée de nettoyage que les caméras avaient si souvent caricaturée. Ce n'était pas, non, plus l'image édulcorée que les attachés de presse avaient tenté d'imposer. C'était une présence, une femme en pleine possession de son pouvoir. Elle portait une robe d'un blanc perle, sans extravagance, mais taillée avec une précision qui révélait chaque ligne de sa silhouette. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sobre, dégageant un visage serein, mais ferme. Elle ne souriait pas, elle avançait. Et à chaque pas, l'assemblée retenait son souffle. Les journalistes se turent. Les appareils photos se figèrent. Même les oiseaux, semble-t-il, suspendirent leur chant. Elle franchit les grilles sans détourner les yeux. Elle marcha jusqu'à l'entrée principale, traversa le jardin sans un mot, guidée seulement par le bruit léger de ses pas sur les graviers. Antoine, averti de son arrivée par un garde du corps, se leva instinctivement. Lorsqu'elle entra dans la salle, il sentit son souffle se couper. Elle le regarda droit dans les yeux, et dans ce regard, il lut quelque chose qu'il ne s'attendait pas à y trouver. Ce n'était ni de la colère ni du pardon. C'était une décision, une clarté inébranlable, et il sut que rien de ce qui allait suivre ne serait une simple formalité. Ils marchèrent ensemble vers l'hôtel improvisé, entourés de témoins qu'ils n'avaient pas choisis, devant une foule divisée entre gêne et fascination. Le maître de cérémonie, un officier civil discret, invita chacun à prononcer ses vœux. Antoine se tourna vers Élodie, prête à parler, mais elle l'interrompit d'un léger geste de la main. « C'est moi qui vais commencer. » Elle s'adressa à l'assemblée d'une voix calme mais ferme. « J'ai accepté ce mariage non par amour, ni par devoir, mais pour me rappeler qui je suis. Pendant des années, j'ai laissé les autres décider de ma valeur. J'ai été réduite, invisibilisée, humiliée, parfois volontairement, parfois par négligence. Ce mariage, aussi absurde qu'il ait pu sembler, m'a permis de remettre les pieds dans ma propre histoire. Et aujourd'hui, je suis là non pour dire oui à un homme, mais pour dire oui à moi-même. » Un frisson parcourut l'assemblée. Certains détournèrent les yeux. D'autres essuyèrent une larme discrète. Elle se tourna vers Antoine qui restait figé. « Ce que tu m'as fait, je ne l'oublierai pas. Mais je choisis de ne pas le laisser me définir. Tu m'as mise à l'épreuve, et sans le vouloir, tu m'as libéré. » Puis elle se tut. Le silence était total. Antoine, bouleversé, prit une inspiration. Il n'avait rien préparé. Il ne voulait pas réciter un texte. Il voulait simplement être vrai. « Je ne te demande pas de m'aimer. Je ne te demande même pas de me pardonner. Je veux juste que tu saches que pour la première fois, je te vois. Pas comme un symbole, pas comme un outil, comme une personne, une femme plus forte que moi. Et que si je suis debout ici, c'est
parce que tu m'as appris la seule chose que je n'avais jamais comprise, la dignité. » Le maître de cérémonie, hésitant, demanda si tous deux consentaient à cette union. Ils répondirent oui. Mais dans leur voix, deux nuances très différentes résonnaient. L'une était un acte d'achèvement, l'autre un début qu'ils ne savaient pas encore nommer. Et au moment où les applaudissements éclatèrent, discrets d'abord, puis croissants, une chose était certaine. Le mariage avait bien eu lieu, mais ce n'était pas un mariage comme les autres. Ce n'était pas une promesse d'amour éternel. C'était un serment de vérité, de réparation et d'émancipation. Et ce simple regard échangé entre eux, au milieu de cette foule médusée, changea la nature même de l'événement. Ce n'était plus un acte public. C'était un moment d'intimité absolue, offert à tous, mais compris par deux seuls. Être, lorsque les derniers mots des vœux furent prononcés et que le serment officiel scella l'union, un sentiment étrange s'abattit sur l'assemblée. Les applaudissements, timides d'abord, se firent plus nourris, non par simple politesse, mais parce que chacun, à sa manière, avait compris qu'il assistait à quelque chose d'exceptionnel. Ce mariage, né d'une vanité grotesque, venait de se transformer sous leurs yeux en un acte de courage, de réappropriation et d'humanité rare. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le moment le plus inattendu n'avait pas encore eu lieu. Après la cérémonie, les invités furent invités à rejoindre la grande salle pour le banquet. Des tables longues, décorées de bougies et de fleurs blanches, s'étendaient sous les lustres de cristal. Les serveurs se déplaçaient avec fluidité, distribuant des coupes de champagne et des hors-d'œuvre raffinés. Antoine et Élodie entrèrent ensemble, bras dessus, bras dessous, leur démarche sereine. Mais alors qu'on attendait d'eux qu'ils prennent place à la table d'honneur, Élodie fit un pas de côté, détacha son bras de celui d'Antoine et se plaça seule devant les convives. Elle demanda un micro. Un technicien surpris le lui tendit. Le murmure se fit silence. Avant de continuer, j'ai une chose à dire. Sa voix ne tremblait pas. Elle regardait la foule sans crainte, et dans son calme, il y avait une autorité que personne n'avait anticipée. Joras, beaucoup d'entre vous ici présents ne sont venus que pour assister à un scandale. Vous m'avez regardé de haut, vous avez ricané. Vous avez spéculé sur mes intentions, sur mon passé, sur mon apparence. Vous m'avez jugé sans me connaître, sans même chercher à comprendre. Mais moi, je vous ai tous vus, et j'ai compris que dans ce monde, les humiliés ne sont pas faibles. Ce sont ceux qui, malgré tout, se tiennent debout. Elle marqua une pause. Certains détournèrent les yeux. D'autres, visiblement ébranlés, gardèrent le regard fixé sur elle. Je ne suis pas ici pour me venger. Je ne suis pas ici pour obtenir de la pitié. Ce mariage, je l'ai accepté pour une seule raison. Me prouver à moi-même que plus jamais je ne laisserai quiconque définir ma valeur. Pas un homme, pas une entreprise, pas un système. Un silence pesant suivit ces mots. Puis elle se tourna vers Antoine. « Et toi, tu m'as donné, sans le vouloir, l'opportunité de me retrouver. Tu m'as exposé, tu m'as utilisé, mais tu m'as aussi révélé. Tu pensais que ce serait un jeu. Tu ne t'attendais pas à ce que je joue aussi. » Antoine la regardait sans dire un mot. Il avait le visage fermé, mais ses yeux brillaient d'une émotion retenue. Il s'avança alors, lentement, jusqu'à se tenir à ses côtés. Il prit la parole, sans micro, d'une voix assez forte pour être entendue. « Tu as raison. Je ne m'attendais à rien, et j'ai tout reçu. » Il se tourna ensuite vers l'assemblée. « Vous pouvez tous rire de moi. Vous l'avez fait, vous continuerez de le faire, mais sachez que cette femme, aujourd'hui, m'a fait voir ce que je refusais de voir depuis des années. Elle a mis à nu ma faiblesse, et c'est la première fois que je remercie quelqu'un pour ça. » Une tension palpable régnait dans la pièce. Aucun convive ne savait vraiment comment réagir. Mais à cet instant, un événement inattendu brisa la scène figée. Un homme assis au fond de la salle se leva. Il était discret, vêtu, simplement. Il s'avança, lentement, tenant une enveloppe à la main. Il se présenta comme ancien collègue d'Élodie, de l'époque où elle avait été injustement accusée de trahison. Il déclara avoir gardé en silence un document qu'il n'avait jamais osé remettre. Un rapport d'audit interne qui prouvait qu'Élodie n'était pas responsable des fuites d'informations de l'époque. Il l'avait conservé par peur de perdre son emploi par lâcheté, mais après avoir vu ce qu'elle avait subi, il ne pouvait plus se taire. L'enveloppe fut remise à Élodie. Elle l'ouvrit silencieusement. Antoine, debout à ses côtés,
lut en même temps qu'elle les lignes claires qui blanchissaient son nom. Le public fut pris de stupeur. Certains murmurèrent, d'autres se levèrent. C'était plus qu'un retournement de situation. C'était une révélation qui effaçait des années d'injustice. Elodie, les mains légèrement tremblantes, reposa le document sur la table devant elle. Il m'a fallu tomber très bas pour me voir offrir cette vérité. Je ne vous en veux pas, mais je n'oublierai rien. Elle quitta alors la table, d'honneur traversa la salle en silence et sortit dans le jardin. Antoine hésita à la suivre, mais il ne bougea pas. Il comprit qu'elle avait besoin d'air, d'espace, de solitude. Le reste de la réception continua, mais plus rien ne semblait avoir d'importance. Le repas fut servi. Les conversations reprirent timidement, mais l'événement avait été détourné de son objectif initial. Ce n'était plus un mariage mondain, c'était un acte de libération. Une femme avait repris le contrôle de son récit, et un homme avait vu son monde s'effondrer, non pas dans le chaos, mais dans une prise de conscience profonde. Plus tard dans la soirée, Antoine sortit discrètement dans le jardin. Il ne la vit pas. Elle était partie, pas fâchée, pas brisée, mais libre, et dans cette absence, il sut que quelque chose d'essentiel venait de lui échapper. Non par négligence, mais parce qu'il avait compris trop tard. Ce mariage qu'il avait conçu comme un jeu de pouvoir était devenu un rite de passage, pour elle, pour lui, pour tous ceux qui, ce jour-là, avaient été témoins d'une vérité nue. Le lendemain du mariage, les médias s'étaient enflammés. Ce qui devait être une farce de la haute société s'était transformé en quelques heures en un symbole national. Partout en France, on parlait d'Élodie Marchand, de sa dignité et de sa force silencieuse, de son discours face aux puissants. Certains l'élevaient déjà au rang de figure féminine inspirante, une héroïne des temps modernes. Des éditoriaux, des tribunes, des émissions spéciales lui étaient consacrées. Mais ce que personne ne savait encore, c'était que la plus grande surprise n'avait pas été la cérémonie ni le discours. Elle arriva au petit matin, lorsque les avocats d'Élodie livrèrent à Antoine Valois une requête légale, demande de divorce immédiat. Antoine était seul dans son bureau lorsqu'il reçut le document. Il l'ouvrit sans émotion apparente, lut les lignes froides du texte, les clauses respectées à la lettre, les délais, les signatures. Il reposa la feuille, se leva lentement et regarda par la baie vitrée. Paris s'étendait devant lui, silencieuse, splendide, inaccessible. Il resta ainsi de longues minutes, figé, avant de murmurer « Elle l'avait prévu, depuis le début. » Et il avait raison. Élodie n'avait jamais nourri l'intention de rester liée à lui. Elle n'avait jamais rêvé d'un conte de fées, ni même d'une revanche. Ce qu'elle avait cherché, c'était une rupture nette avec son passé, une scène finale, un acte de clôture. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Elle avait été vue, entendue. Maintenant, elle partait. En paix, sans haine, mais sans attachement. Antoine, face à cette révélation, sentit le sol se dérober. Non parce qu'il perdait une épouse qu'il n'avait jamais aimée au départ, mais parce qu'il se rendait compte qu'il s'était attaché à elle. Non à l'image, non au symbole, mais à elle dans sa vérité, sa force, son regard direct, sa manière de ne rien attendre de lui. Elle avait comblé, sans le vouloir, une faille qu'il ne soupçonnait même pas. Pendant les jours suivants, il tenta de la contacter, par téléphone, par message, par l'intermédiaire de ses assistants, de ses avocats, même d'anciens collègues. Aucune réponse. Il apprit rapidement qu'elle avait quitté Paris. Elle avait démissionné officiellement de son poste au sein de Valois Hospitality, avait vidé son appartement et laissé derrière elle une simple lettre de départ, administrative, sans note personnelle. Elle s'était effacée du décor avec la même discrétion que lorsqu'elle y était entrée. Antoine, pour la première fois, se sentit impuissant. Lui, qui avait bâti un empire, qui avait dompté les conseils d'administration, les plus hostiles, qui avait façonné sa vie comme un tableau sans erreur, se retrouvait nu devant un silence. Et ce silence, il le méritait. Mais au lieu de se réfugier dans le cynisme ou dans la colère, il fit ce qu'aucun de ses proches n'avait anticipé. Il renonça. Il convoqua une réunion exceptionnelle avec le comité exécutif et annonça qu'il se retirait temporairement de la présidence. Pas pour fuir, mais pour réparer. Il ne donna pas de date de retour. Il affirma simplement qu'il avait des choses plus importantes à comprendre que les chiffres trimestriels. Sa décision fit l'effet d'une onde de choc. Les marchés réagirent. Les actionnaires s'inquiétèrent. Certains y virent un caprice, d'autres un effondrement psychologique.
Mais lui s'en moquait. Il avait passé trop d'années à vivre selon les attentes des autres. À présent, il voulait comprendre ce qu'il n'avait jamais pris le temps de regarder. Il commença par visiter les services les plus oubliés de son entreprise. Il parla avec les équipes de nettoyage, les agents de sécurité, les cuisiniers, les réceptionnistes. Non comme un PDG en mission médiatique, mais comme un homme qui voulait savoir. Il posait des questions simples, prenait des notes, s'asseyait dans les cantines, écoutait les récits. Il découvrit une entreprise bien différente de celle qu'il croyait diriger. Il entendit des douleurs, des frustrations, des idées ignorées. Et peu à peu, il reconstruisit en lui une autre image du pouvoir, moins verticale, moins brillante, mais plus vraie. Pendant ce temps, Élodie recommençait sa vie. Dans une ville de province, loin de l'agitation parisienne, elle s'était installée discrètement dans un petit appartement au-dessus d'une librairie. Elle avait repris ses lectures, s'était inscrite à un programme de recherche sur la justice organisationnelle et animait des ateliers pour aider des femmes à retrouver confiance après des expériences de harcèlement ou d'humiliation professionnelle. Elle ne parlait jamais de son mariage. Elle refusait les invitations médiatiques, ignorait les propositions d'interview et n'avait accepté qu'une seule apparition publique lors d'un colloque sur la résilience personnelle. Ce jour-là, elle avait simplement dit « Ce n'est pas ce qu'on nous fait qui nous définit, c'est ce qu'on décide de faire avec ce qu'on a vécu. » Antoine, à distance, suivait ses traces, sans intervenir. Il lisait les articles, les comptes rendus, les témoignages. Il la regardait vivre de loin sans chercher à la récupérer, car il avait compris qu'il n'en avait pas le droit. Elle ne lui appartenait pas. Elle ne lui avait jamais appartenu. Et pourtant, il ressentait en lui une certitude nouvelle. Il ne voulait plus être l'homme qu'elle avait fui. Il voulait devenir celui qu'elle pourrait, un jour, choisir de revoir. Alors il commença à bâtir quelque chose. Pas pour elle, pas pour l'impressionner, mais pour transformer ce qu'il avait appris. Il lança une fondation dédiée à la reconnaissance du travail invisible. Il finança des programmes pour les travailleurs précaires, des bourses pour des jeunes issus de milieux défavorisés. Il ne mettait pas son nom en avant. Il refusait les projecteurs, il agissait. Et un matin, dans le courrier d'Élodie, une enveloppe arriva. Pas de nom, pas de signature. Juste une invitation sobrement rédigée. Un événement pour ceux que l'on ne regarde jamais. J'aimerais que tu viennes, pour parler ou pour écouter. C'est ton choix, Antoine. Elle resta longtemps devant la lettre, sans bouger. Puis elle la posa sur son bureau et murmura « Peut-être que cette histoire n'est pas encore terminée. » Les semaines s'écoulèrent comme des respirations lentes, chacune marquée par le silence, l'éloignement et une reconstruction intérieure que ni Antoine ni Élodie n'auraient pu anticiper au début de cette histoire. Il n'était plus question d'orgueil ni de vengeance, de statut ni d'image. Antoine Valois, retiré de la présidence de son empire, avait troqué ses bureaux en verre pour les salles poussiéreuses d'associations, les centres communautaires, les amphithéâtres de lycées de banlieue, les couloirs humides des cuisines. Collective, il n'avait plus la démarche arrogante des puissants. Il ne parlait plus pour impressionner. Il écoutait, il apprenait. Et il agissait avec la lenteur et la gravité de ceux qui ont réellement honte, non d'avoir été vus, mais de n'avoir jamais voulu voir. Son nom n'apparaissait plus dans les magazines de mode, ni dans les pages économiques. Il n'était plus l'invité des dîners mondains, des sommets de l'élite, des premières de gala. À la place, il remplissait des formulaires de subvention, répondait à des courriels sans majuscules, recevait des regards méfiants ou indifférents, parfois reconnaissants. Il ne cherchait pas le pardon. Il cherchait l'utilité. Dans les premiers mois, il travailla en silence. Mais très vite, ceux qui l'entouraient comprirent qu'il n'était pas là pour une opération de façade. Il restait tard, portait les cartons, montait les chaises, organisait les fichiers. Dans ce nouveau monde qu'il avait longtemps ignoré, Antoine redécouvrait une forme de vérité qu'il avait perdue depuis l'enfance. Celle du lien simple entre les gens, sans hiérarchie, sans masque. Il parlait aux mères célibataires comme il n'avait jamais parlé à ses propres partenaires. Il entendait les récits de burn-out, de trahison professionnelle, de violence ordinaire, et il retrouvait dans chacun de ces fragments de vie une part d'Élodie, ce qu'elle avait traversé, ce qu'il lui avait infligé, ce qu'il voulait réparer, non pour elle, mais pour ceux qui l'avaient méprisé. Il travailla pendant
plusieurs mois à un projet qui prit forme peu à peu. Une initiative destinée à soutenir les travailleurs invisibles, ceux que l'on ne voit pas mais sans lesquels rien ne fonctionne. Il investit de sa poche, convainquit discrètement d'anciens partenaires de le suivre, non par prestige mais par conscience. Il organisa un événement à Paris, dans un centre culturel ouvert au public, sans logo de sa société, sans tapis, rouge. Il voulait que ce soit un moment vrai, brut, sans artifice. C'est pour cet événement qu'il rédigea cette invitation simple, envoyée à Élodie. Il n'attendait pas de réponse. Il n'espérait pas. Il proposait. Il ouvrait une porte. Élodie, de son côté, avait construit un nouveau quotidien paisible. Son appartement, modeste mais lumineux, donnait sur une rue calme où elle observait les saisons changer. Elle lisait beaucoup, écrivait parfois, intervenait régulièrement dans des groupes de soutien. Elle avait repris confiance dans son intelligence, dans sa capacité à transmettre, à inspirer. Elle ne parlait jamais d'Antoine à ses élèves, ni à ses collègues. Elle n'avait pas effacé son passé, mais elle ne le laissait plus définir son présent. Quand elle reçut la lettre, elle la relut plusieurs fois. Ce n'était pas tant le contenu qui la touchait, mais la forme. Pat, il n'y avait aucun ton pressant, aucune tentative de séduction, aucun drame, juste une main tendue. Elle hésita. Elle se demanda ce que cela changerait. Puis un matin, elle décida. Elle n'annonça rien à personne. Elle prit un train pour Paris, seule, vêtue simplement, sans maquillage ni apprêt. Elle ne voulait pas faire d'entrée. Elle voulait voir, écouter, sentir si quelque chose avait vraiment changé. Elle arriva au centre culturel au milieu de l'après-midi. L'événement battait son plein. Des stands d'information étaient installés, des ateliers se tenaient dans différentes salles. Sur les murs, des photographies de travailleurs de l'ombre, des témoignages écrits à la main, des portraits sans filtre. Elle se glissa dans une pièce où une femme parlait de ses années passées à nettoyer des bureaux la nuit, de l'invisibilité, de la fatigue, mais aussi de la fierté. Élodie écouta, émue. Puis elle avança, visita les lieux, croisa des regards, échangea quelques mots. Antoine n'était pas sur scène. Il n'animait pas de table ronde. Il aidait au vestiaire, distribuait des brochures, remplissait les thermos d'eau chaude pour les intervenants. Quand elle le vit, de loin, elle s'arrêta. Il portait un pantalon simple, une chemise claire, les manches retroussées. Il riait doucement avec un vieil homme qui lui montrait une série de photos. Il n'avait pas changé physiquement, mais quelque chose dans sa posture, dans son calme, dans sa manière d'être présent, était différent. Elle ne s'annonça pas. Elle ne chercha pas à attirer son attention. Elle resta jusqu'à la fin de la journée observant, respirant cet air nouveau. Au moment de partir, elle glissa une carte sur une table près de la sortie. Dessus, elle avait écrit « J'ai vu ». Antoine trouva la carte tard, le soir, en rangeant les documents. Il la lut, la relut et la glissa dans la poche intérieure de sa veste. Il ne sourit pas. Il ferma les yeux un instant, puis il reprit son travail. Il savait que ce n'était pas un retour, pas encore, mais c'était un signe, une ouverture, une réponse silencieuse à une transformation réelle. Il ne voulait pas plus, il n'avait plus besoin de plus. Et dans ce premier échange discret, naissait l'espoir que deux trajectoires, autrefois construites sur l'humiliation et le contrôle, puissent un jour se rejoindre non par nécessité, mais par choix. Un choix lucide, apaisé, sans illusion, mais plein de sens. Il faisait frais ce matin-là à Paris, le genre de matinée où le ciel laiteux semble suspendre le temps au-dessus des toits gris. L'événement organisé par la Fondation pour les Invisibles se tenait dans un ancien théâtre, réhabilité du quartier de Belleville. Rien de luxueux. Les sièges avaient été installés en demi-cercle autour d'une scène modeste. Pas de projecteur aveuglant ni de rideaux rouges. Juste un éclairage doux, quelques bannières, des panneaux retraçant des parcours de vie, souvent ignorés. Des visages anonymes mais réels que la société avait longtemps choisi de ne pas voir. Antoine Valois se tenait à l'entrée, saluant discrètement les participants. Il ne portait plus de costume. Une veste simple, un pantalon sombre, des chaussures sans éclat. Ses cheveux grisonnaient aux tempes. Le regard, toujours vif, n'avait plus la dureté d'autrefois. Il ne parlait pas beaucoup. Il se contentait de sourire, d'accompagner, de faire en sorte que tout fonctionne sans heurts. Il avait appris l'humilité, non comme posture, mais comme nécessité. Lorsque les premiers intervenants montèrent sur scène pour raconter leur histoire, Élodie Marchand arriva. Elle ne fit pas de bruit.
Elle entra par une porte latérale, s'installa au fond de la salle. Personne ne la remarqua d'abord. Elle ne le voulait pas. Elle venait observer, sentir si ce qu'elle avait entrevu des mois plus tôt s'était vraiment enraciné. Elle écouta attentivement les témoignages. Une femme de ménage racontant ses nuits à effacer les traces des autres, un jeune homme migrant expliquant comment il avait survécu en livrant des repas sans assurance, un agent de sécurité parlant des années passées dans le froid sans jamais être salué. Élodie reconnaissait dans chacun de ces récits une parcelle d'elle-même, mais ce n'était plus douloureux. C'était une reconnaissance. Elle n'était pas seule. Elle faisait partie d'une foule silencieuse qui, ce jour-là, se redressait. Antoine la vit. Pas tout de suite, mais assez tôt pour sentir une secousse en lui. Il n'interrompit rien. Il ne vint pas la voir. Il respecta la distance. Il avait compris que les retrouvailles, si elles devaient exister, ne viendraient ni d'une impulsion ni d'un discours. Elles naîtraient peut-être d'un regard, d'une parole échangée dans la justesse. Après la dernière intervention, alors que le public commençait à sortir, elle resta assise. Lui aussi. Tous deux semblaient attendre quelque chose. Pas un miracle, mais un moment d'alignement. Finalement, Élodie se leva, descendit lentement les marches et s'arrêta devant Antoine. Il se redressa sans geste brusque, les mains jointes devant lui. « Bonjour », dit-elle doucement. « Bonjour », répondit-il, la voix plus grave qu'avant. Un silence s'installa, non gênant mais dense. Un silence plein de tout, ce qui n'avait pas été dit mais que chacun comprenait. Ils se regardaient vraiment. Pour la première fois sans filtre, sans blessure ouverte, sans attente démesurée, deux adultes, changés par leurs échecs, réunis non par hasard, mais par une volonté lente et mûrie. « Tu as changé, dit-elle finalement. « Grâce à toi, répondit-il. Elle hocha la tête, pas pour le féliciter, mais pour reconnaître qu'elle voyait cette transformation. Elle lui tendit une main. Il la prit, le contact fut bref, mais vrai. Puis elle fit un pas vers la sortie. Il l'accompagna. Côte à côte, ils quittèrent le théâtre sans que personne ne les interrompe. Les rues étaient calmes. Le vent soulevait doucement les feuilles mortes sur les trottoirs. Ils marchèrent ainsi plusieurs minutes sans parler. Et ce silence, loin d'être pesant, les rapprochait. Ce n'était plus le silence des rancunes ou de la gêne, c'était celui d'une paix retrouvée. Ils croisèrent un marché, s'arrêtèrent devant un stand de livres anciens. Élodie feuilleta un recueil de poésie. Antoine observait sans intervenir, puis elle se tourna vers lui. « Tu sais ce que j'aimerais maintenant ?» Il haussa légèrement les sourcils. « Une vie simple, loin du bruit, des décisions qu'on prend pour nous, juste une existence à ma mesure. Et si je voulais marcher avec toi dans cette direction ?» Elle le regarda longuement. Il n'y avait pas d'imploration dans sa voix, pas de piège, juste une proposition. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle remit le livre à sa place, reprit la marche. Il suivit. « Car tu devras continuer à apprendre, chaque jour. Je suis prêt. Pas pour moi, pour toi. » C'est exactement ce que j'ai compris. Ils marchèrent encore, Paris s'ouvrant devant eux comme une promesse. Antoine n'avait plus besoin de dominer cette ville. Élodie n'avait plus besoin de s'y cacher. Ils avançaient ensemble, deux figures réconciliées avec elles-mêmes, chacun tenant l'espace de l'autre sans l'envahir. Ils n'étaient pas un couple de contes de fées. Ils n'étaient pas des icônes. Ils étaient simplement deux êtres réels qui avaient traversé l'humiliation, la perte, la remise en question, pour enfin se retrouver. Et alors qu'ils tournaient à l'angle d'une petite rue, un passant les reconnut, sans oser les interrompre. Il ne vit pas une ex-femme de ménage ou un ex-magnate du luxe. Il vit un homme et une femme qui, à force de courage silencieux, avaient transformé une farce cruelle en une leçon publique. Non sur l'amour, mais sur la dignité. Non sur la réussite, mais sur la reconstruction. Non sur le pouvoir, mais sur la possibilité, toujours, de renaître. Et ce fut ainsi que leur histoire, commencée dans le mépris et la comédie, se termina sur une marche, sans fin heureuse, mais avec un chemin. Ensemble, non par contrainte, mais par choix. Un choix lucide, un choix libre,